Bien, dans cet exercice, on va s'intéresser à la fabrication de neige artificielle, par exemple avec un canon à neige, et étudier un petit peu ce qui se passe concrètement. Bon, cet exercice est tiré d'un oral de Centrale PSI, il est disponible sur le site du concours Centrale Supélec. Donc on part de l'idée qu'on a une goutte d'eau qu'on va considérer sphérique. Elle a une certaine température T de T, donc on supposera des mouvements de convection possibles au sein de la goutte d'eau, ce qui fait qu'on peut supposer une température uniforme au sein de la goutte d'eau, et on suppose qu'initialement, la température de la goutte d'eau est par exemple de 10 degrés Celsius. Et cette goutte d'eau est projetée dans un environnement plus froid, par exemple la nuit en montagne, l'hiver, disons qu'on fixe à moins 15 degrés Celsius. Bien sûr, ce qui va se passer, c'est que il y aura un flux thermique qui va aller de la zone chaude qui est l'intérieur de la goutte d'eau vers l'extérieur qui est l'air. Et ce flux est modélisé par un transfert conducto-convectif donc, qui dépendra essentiellement de la différence de température entre la goutte d'eau et l'extérieur, donc qui est représenté ici. Bien sûr, cet échange sera, là je considère un élément de surface ds, donc disons un petit élément à la surface ds, d'accord. Et donc le flux sera proportionnel à la différence de température à la surface et le coefficient multiplicatif, c'est le coefficient de Newton conducto-convectif qui assure qu'on a bien à la fin un flux. Et donc le flux est défini sortant. Ici, si la température de la goutte est supérieure à l'extérieur, on aura bien un delta flux positif donc, qui sort, qui va de la goutte vers l'extérieur. Voilà. Et donc ensuite, on peut donc maintenant essayer de s'intéresser à l'évolution de la température de la goutte dans une première question. Alors bien comprendre ici qu'il ne faudrait en aucun cas appliquer une équation de la chaleur ou essayer de faire un bilan local parce que on vous donne la température qui ne dépend que du temps. La température est uniforme. La température est supposée uniforme au sein de la goutte. Donc il n'y a pas à essayer de chercher comment elle varie dans l'espace. Elle est dès le départ considérée uniforme. Donc vu que la température est uniforme dans le bloc, eh bien, vous allez appliquer un premier principe pour l'ensemble du bloc. Ça, il faut bien identifier ce genre de questions. Si vous avez un exercice où on vous demande la température en fonction de l'espace, il va falloir forcément passer peut-être par une loi de Fourier, enfin faire un bilan local. Mais si la température ne dépend que du temps, il s'agit juste de faire un premier principe habituel. Donc j'attaque donc sur un premier principe pour la goutte d'eau en entier entre deux instants voisins. Et j'aurai donc, alors soit je peux écrire comme ceci, d de u égale delta w plus delta q. On va supposer que le système est, disons, indéformable, ou disons, on fait une phase condensée idéalisée, et donc on va négliger ce terme-là devant les aspects thermiques, et on a d de u égale delta q. Une variante possible, c'est de partir à pression fixée sur un bilan enthalpique d de h égale delta de qp à p fixé. Mais finalement, on revient sur la même idée que pour une phase condensée, on va pouvoir confondre énergie interne et enthalpie. Donc maintenant, on va exprimer chacun des termes. Eh bien, la variation d'énergie interne, elle va être associée à la variation de température. Donc ça va être la masse de l'eau fois la capacité thermique CE de l'eau, thermique massique, fois la petite variation de température dt entre deux instants voisins t et t plus dt. Et ceci sera égal au transfert thermique. Donc le transfert thermique, attention que ce delta Q, il doit être compté comme reçu par la goutte, dans le premier principe de la thermodynamique. Or, delta phi est un flux sortant, donc il faut bien écrire moins delta phi dt. On le verra à la fin. Encore une fois, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Si la température de la goutte est plus élevée que l'extérieur, ce qui est le cas, on aura un flux positif. Et forcément, si la goutte est plus chaude que l'extérieur, elle va perdre de l'énergie thermique. Donc il faut bien un moins ici pour assurer un signe cohérent physiquement. Donc là, ça fait moins h t de t moins t pardon, excusez-moi, ça c'est le delta phi total. Ça c'était. Donc, excusez-moi, je vais changer un petit peu. Je vais juste ici écrire, c'est le phi total, excusez-moi. Ça c'est le phi complet pour la goutte dans sa totalité. Ça, c'était juste le phi sur un élément de surface. Donc, il faut faire comme ceci. On multiplie par la surface totale.
d'accord, qui fait 4pi r carré, et on multiplie par la durée élémentaire dt. Voilà. Et de l'autre côté, simplement, on peut dire que la masse d'eau, ben, c'est ρ de l'eau liquide fois le volume de la goutte d'eau, qui est donc 4 tiers de pi r cube. Voilà. Donc maintenant, si on compare le terme, si je recopie tout, ça fait ρ de l'eau liquide fois 4 tiers de pi r cube fois la capacité de thermique massique de l'eau dt égale moins h t de t moins t de e fois 4 pi r carré dt. Donc on aura en particulier le 4pi ici et le 4pi ici qui vont simplifier. Vous aurez une puissance 3 ici qui va devenir une puissance 1 si on simplifie ici. Bon, maintenant, il suffit simplement de regrouper les termes, d'accord? Et si vous regroupez les termes en les écrivant sous une forme canonique, je vous laisse vérifier, mais bon, on fait dt sur des petits t, on aura la dérivée, la température, et on regroupe en fait les différents termes, et on peut faire apparaître un coefficient, une constante de tantôt. Enfin, là, il n'y a plus de grosses difficultés, je vous laisse vérifier le résultat. On trouve une équation du premier ordre à coefficient constant avec un second membre assez classique, d'accord, et une constante de tantôt. Voilà, le 3 ici, avec le h là, et puis d'autres termes qui apparaissent ici. Alors en particulier, on peut discuter un petit peu. La constante de tantôt, elle va nous indiquer en combien de temps la goutte elle se refroidit de façon caractéristique. Alors bien évidemment, le coefficient h est au dénominateur parce que si vous avez un échange qui est plus efficace à la surface, par exemple si c'est plus agité, par exemple, forcément la constante de temps doit se réduire. Alors inversement, là ça va être l'aspect inertie, d'accord, hein, tout ce qui est la masse volumique, tout ce qui est la capacité thermique massique, ça va jouer sur l'inertie de la goutte. Donc forcément, si la goutte a une plus grande inertie pour un même flux thermique, elle mettra plus de temps à se refroidir. Et pourquoi il reste un rayon? Eh bien, l'idée est celle-ci, c'est qu'en fait, le système a un volume qui est en R puissance 3 quand les échanges se font en R puissance 2 à travers la surface. Donc forcément, pour les gros systèmes, ça va devenir plus compliqué de refroidir parce que vous avez en fait un système qui est en volume, donc dont l'inertie va augmenter comme la thermique va augmenter comme R à la puissance 3 et les échanges ne se feront comme R carré. Voilà. Donc, ce qui fait que concrètement, si vous avez un système qui est beaucoup plus gros, il faudrait beaucoup plus de temps pour qu'il se refroidisse. Voilà pour les idées principales sur ces discussions sur les différents paramètres qui constituent la constante de temps. Donc voilà pour cette première question. On va donc maintenant passer à la résolution, à l'évolution de la température au cours du temps. Peut-être un dernier mot sur les signes. Alors si vous aviez oublié le signe qui était là, vous voyez, si ici vous n'aviez pas mis le bon signe, forcément les signes auraient été inversés et vous n'auriez pas eu une équation d'un système stable. Vous auriez un terme positif, un terme négatif. Alors bien évidemment, c'est un système qui va tendre, on comprend bien que la goutte, elle pourrait, il va peut-être avoir une phase où on va avoir l'eau liquide qui devient de l'eau solide, de la glace, mais au pire, si vous voulez, l'eau elle pourrait aller jusqu'à moins 15 degrés Celsius, elle ne va pas diverger vers une température infinie, c'est pas possible, d'accord? Donc forcément, vous devez avoir l'équation d'un système stable, d'accord? Donc si ce n'est pas le cas, c'est que vous aurez fait une faute de signe au-dessus. Maintenant, on passe à la résolution. Donc on a une équation premier ordre à coefficient constant. Donc on commence par s'intéresser, on peut mettre la solution particulière qui est le régime permanent. Donc en régime permanent, on voit que T sur taux, ça fait TE sur taux. Donc la solution du régime permanent, c'est TE. Et après, la solution de l'équation homogène, forcément, c'est en A exponentielle moins T sur taux, avec une température initiale qui vaut TI. Donc ça va faire cette température initiale qui vaut TI. Eh bien, ça fera, si on applique la formule de la température en 0, ça fait TE plus A, ce qui nous donne donc que A, ça sera égal à TI moins TE. On reporte l'expression de A et on trouve la formule qui est ici. On peut vérifier rapidement. Quand T tend vers 0, on retrouve TI. Et si T tendait vers l'infini, de très grandes ventaux, on pourrait potentiellement, s'il ne se passait rien d'autre, on pourrait potentiellement ce terme-là tendrait vers 0 et on tendrait vers la température extérieure de moins 15 degrés Celsius. Alors simplement, on va chercher, ce qui va se passer, c'est que la goutte d'eau, elle va
avoir ce qu'on appelle un phénomène de surfusion, c'est-à-dire qu'elle va pouvoir, avant que le phénomène de changement d'état va nécessiter une petite aide pour se déclencher, et en fait l'eau va pouvoir aller temporairement à une température qui est plus basse que la température de 0 degré Celsius, qu'on l'expliquera un peu par la suite. Et donc en fait on vous dit qu'on cherche le temps T0 pour que l'eau atteigne la température de moins 5 degrés Celsius. Jusque là il n'y aura pas en fait de solidification, ce qu'on appelle un phénomène de surfusion. Donc en fait on cherche à résoudre, on cherche T0 tel que la température en T0 qui sera donc égale à TE plus TI moins TE exponentielle moins T0 sur taux sera égal à une valeur qu'on vous fixe, donc appelons-la T surfusion, d'accord? Je vais appeler ça comme ça, T surfusion. Et donc, ça sera équivalent à dire que TI moins TE exponentielle moins T sur taux, ça sera égal à T surfusion moins TE. Il vous reste simplement, on peut simplement faire passer comme ceci, donc on peut encore écrire une ligne, TI moins TE sur T surfusion moins TE égale exponentielle T sur taux. Je fais passer le terme de droite à gauche et exponentielle moins T sur taux devient exponentielle T sur taux de l'autre côté. Et là, vous n'avez plus qu'à prendre le logarithme de l'expression. Si vous prenez le logarithme de l'expression, simplement c'est T0, pardon, ici. T0, T0. Si vous prenez le logarithme de l'expression qui est là, eh bien, en prenant le logarithme, je vais écrire ça comme ça symboliquement, d'accord, vous obtenez la formule proposée. Avec l'application numérique, taux, donc on prend la masse volumique de l'eau liquide, donc 1000 kg par mètre cube. Ensuite, la capacité thermique massique, 4200 joules par Kelvin et par kilogramme. On vous donnait un rayon de 2 mm. On vous donnait la constante H de transfert convectif avec un facteur 3 qui apparaissait. Les températures, vous faites des différences de température, vous pouvez les laisser en degrés Celsius en faisant attention au signe, et on trouve une durée de l'ordre de 5 secondes. Voilà. Donc en 5 secondes, la température de l'eau passe de 10 degrés Celsius à moins 5 degrés Celsius. On aurait pu penser que avant de passer à moins 5 degrés Celsius, l'eau aurait dû geler, mais en fait, quand vous devez former les premiers cristaux de glace, ces cristaux doivent se former en volume. Il y a un gain qui est effectivement en volume, mais vous avez un coût d'interaction surfacique entre la glace solide et l'eau liquide, et pour les petits volumes, eh bien, le terme surfacique, qui est un terme coûteux, est moins favorable que le terme volumique, qui est un terme de gain. Donc en fait, souvent, il faut descendre un peu en dessous de 0 degrés Celsius pour provoquer le changement d'état. Ou alors il faut une aide, par exemple, taper sur le système, il faut une aide extérieure pour que le système se déclenche, un petit choc, par exemple, pour que ça se déclenche. Alors, ce qui va se passer, c'est que maintenant que vous avez atteint une température un peu plus froide, vous allez pouvoir utiliser, en fait, vous allez pouvoir faire remonter l'eau à la température 0 degrés Celsius. Et en fait, ceci va pouvoir être utilisé quand la glace en fait va geler, excusez-moi, la glace l'eau va commencer à geler, et en fait l'énergie qui va être libérée par la solidification de l'eau va faire remonter l'eau liquide à la température de changement d'état de 0 degrés Celsius. L'idée, c'est que si vous voulez faire fondre un glaçon, il faut apporter de l'énergie. Donc bien sûr, si vous prenez de l'eau liquide et qu'elle solidifie, ça va libérer de l'énergie dans le système. Donc en fait, on vous dit que la goutte liquide, qui a donc atteint au bout de ce temps T0, donc en fait la nouvelle température initiale, c'est la température à T0, c'est la température de la surfusion ici, donc on a la goutte liquide, et brutalement, alors que signifie brutalement? Il faut comprendre que brutalement, c'est forcément une durée delta T qui va être très petite, pardon, je peux l'écrire ici, ce qu'on va appeler brutalement, c'est une durée delta T qui est très petite devant la constante de tantôt précédente. Par exemple, 1/10 de seconde. Voilà. Et donc, on vous dit que très brutalement, en fait, une partie de l'eau devient de la glace et que l'eau liquide restante revient à la température de 0 degrés Celsius. Alors, l'idée pour faire la question, c'est de se dire, vu qu'on vous parle d'une transformation brutale, donc a priori, le seul temps caractéristique, c'est taux, on peut penser que delta T est très petit devant taux. Taux, c'était le temps caractéristique des échanges thermiques entre l'extérieur et la goutte. Donc on peut penser que durant cette évolution brutale, on va considérer le système isolé. On va faire comme si le système n'avait pas le temps d'interagir avec l'extérieur.
que le transfert thermique est très faible. Donc on va supposer que finalement l'énergie, entre guillemets, du système, l'énergie ou l'enthalpie plus précisément, va se conserver. Donc il y aura deux effets, l'eau liquide qui remonte en température et l'eau qui gèle, une partie de l'eau qui gèle, et ce bilan-là doit faire 0, parce que les deux doivent se compenser, l'énergie ou l'enthalpie du système doit se conserver. Donc si on fait par exemple un bilan enthalpique, on va faire un bilan enthalpique, il faudra juste faire attention aussi, bilan enthalpique pour le système isolé. En fait, ça revient à faire le D2H égale delta QP en disant que delta QP fait 0 ici. Oui, d'accord. Et donc, je vais avoir quoi? Eh bien, je vais dire que pour mon système isolé, le delta H, donc il sera nul. Mais le delta H sera composé de deux aspects. Vous avez l'eau liquide. On peut supposer qu'au début, c'est comme si toute l'eau remontait en température en une fois. Donc, on prend la masse totale fois la capacité de l'eau liquide fois le delta T. Le delta T, ce sera la température de fusion que j'ai appelée TF, d'accord, pour la suite. Donc, ça sera aussi, je peux l'appeler aussi ici T fusion ou TF. Je vais l'appeler TF pour la suite. D'accord. Et donc, moins la température de départ qui était T sur fusion. Voilà. Enfin, c'est 5 degrés, ça fait 5 degrés d'écart. 5 degrés Celsius d'écart. Ok, voilà. Ça, c'est le plus. Alors, ça, c'est, on va écrire en dessous, échauffement de l'eau. Voilà, même dans une copie, finalement, vous pouvez justement faire des grandes phrases, écrivez juste en dessous à quoi correspond le terme. D'accord. Même si là, c'est très mal écrire, mais si vous écrivez juste en dessous à quoi correspond le terme, c'est largement suffisant pour l'explication. Pas la peine de faire des grandes phrases, forcément. Échauffement de l'eau liquide. Et ensuite, on va dire qu'une partie de l'eau liquide va geler. Et donc, cette partie de l'eau liquide qui gèle, eh bien, ça sera la masse de solide formée. Donc, ça sera la masse de solide formée. Et là, il faut faire attention parce que, en fait, alors, l'enthalpie de fusion, on vous donne l'enthalpie massique de changement d'état, l'enthalpie massique de fusion, mais ça, c'est pour faire fondre la glace. Or là, on va aller de liquide vers solide, donc vous allez récupérer de l'énergie. Donc attention qu'ici, c'est moins LF, parce que là, parce qu'on va de liquide vers solide. D'accord. Donc c'est ça qui explique ici la présence du signe moins. Donc ça, c'est l'enthalpie massique de changement d'état fois la masse qui change d'état. Et ça sera le delta H, ça sera le coût de liquide solide par unité de masse et après fois la masse qui transverse. D'accord. Et donc maintenant, vu que cette somme des deux fait 0, vous avez que, alors on peut mettre, je peux enlever le delta ms, je ne sais pas pourquoi j'ai mis un petit delta ici, on peut mettre la masse qui va changer d'état. Donc vous voyez, je dis que les deux sont égaux, et donc ms sur m total, eh bien ça fera CE liquide fois delta T sur LF. Voilà, je remplace par les valeurs, donc le CE liquide précédent, l'écart de température de 5 degrés Celsius, l'enthalpie massique de changement d'état, et j'ai un rapport de 6%. Donc en fait, vu que vous avez 6% de la masse qui est devenue solide, on peut considérer que la fraction encore liquide est de 94%. D'accord. Vous avez en fait 94% de l'eau de la goutte qui est encore liquide. Alors maintenant, la dernière question qu'on peut se poser, c'est combien il faudra de temps pour solidifier le reste de la goutte. Alors pour faire ceci, maintenant, qu'est-ce qu'on a? On va refaire un système. On a déjà un petit noyau de glace, alors je l'ai mis au centre pour simplifier, enfin, ça ne change pas grand-chose, d'accord. Donc on a un petit noyau de glace au centre, et on a la goutte liquide autour, et on a toujours le flux thermique maintenant. Simplement, l'eau liquide, la différence, c'est que maintenant, elle ne va pas se refroidir. Vu qu'on est à l'équilibre glace-liquide, on a l'eau liquide qui est fixée à la température de fusion de 0 degré Celsius, et on a toujours la température extérieure qui est de moins 15 degrés Celsius. D'accord. Donc maintenant, le transfert thermique va se faire à un écart de température fixé, et simplement, la question à se poser, c'est de dire, finalement, l'énergie va quitter le système thermique, et la quantité d'énergie qui aura quitté le système, ça sera autant de glace qui aura solidifié. Voilà. Donc, l'idée, on peut considérer l'eau liquide, d'accord, qui se solidifie, et on dit pour cette eau liquide qui se solidifie, on a une masse de liquide. Alors, qu'est-ce que j'appelle la masse de liquide?
eh bien, cette masse de liquide, en fait, ça représente ce qui restait à solidifier, donc c'est-à-dire le X liquide, fois la masse totale, c'est-à-dire X liquide, bon, qui est écrit au-dessus, et la masse totale, c'était en fait donc ρ de l'eau fois 4 tiers de pi R cube. Donc ça serait la masse totale, mais je ne prends pas toute la masse totale, je prends ce qui reste à solidifier, c'est-à-dire les 94%. À nouveau, ce delta H, encore une fois, le LF, ça serait pour faire passer de solide à liquide. Là, on passe de liquide à solide, d'où le moins devant. D'accord? Donc ça, c'est le delta H. C'est la variation d'enthalpie de cette portion d'eau qui passe de liquide à solide, d'où le moins. Et ensuite, eh bien, ce delta H, il va être égal au QP, Q indice P, le transfert thermique à pression fixée. Eh bien, vous prenez simplement le transfert thermique. Donc, je prends le transfert thermique H delta T fois la surface. Et là, je n'ai pas besoin de faire une équation locale parce que, vu que les températures sont fixées, le phi sera toujours le même. Et donc, je peux juste faire fois T. Et c'est pour ça que j'ai mis un delta H et pas un petit dH. Voilà, et ça me donne la durée T1. D'accord? Donc là, j'ai simplement fait phi fois la durée, et à nouveau avec un signe moins, parce que le Q indice P, c'est le transfert qui serait reçu par l'eau liquide, et en fait, l'énergie, elle quitte l'eau liquide. Voilà. Et donc, si les signes moins vont disparaître. Il y a différentes simplifications sur les 4 pi, par exemple, qui disparaissent. Comme tout à l'heure, on a un R carré, un R3, et tout calcul fait, le petit x que je peux appeler x liquide en toute rigueur, il vous restera le x liquide, le ρ de l'eau liquide, que je pourrais écrire un peu mieux que ça, donc c'était en fait ici plutôt ρ de l'eau liquide. Il vous restera le R entre le R3 et le R. Vous avez le facteur 3 qui va rester au dénominateur, le petit h et le delta T. Voilà, et ça vous donne T1. Et si vous faites l'application numérique, alors là, ça va être pas très bien écrit, je peux reprendre un petit peu ici. Ça, c'était juste une parenthèse qui correspondait, enfin en tout cas ça fait 15 au final, c'était 0 degrés Celsius moins 15 degrés Celsius. Et on a une durée de l'ordre de 20 secondes. Donc voilà pour la fin de l'exercice. Voilà. Donc l'idée forte de l'exercice, c'est on a un système, un bloc à une température donnée, on applique un premier principe de la thermodynamique. Après, avec l'énergie interne, l'enthalpie, ça ne change pas grand-chose pour une phase condensée, mais l'idée est ici, d'accord? Bien faire attention aux signes. Alors, un point important, c'était vraiment de faire attention aux signes. On pouvait le comprendre physiquement, on peut écrire les équations, on peut le comprendre physiquement, on peut discuter après le signe à la fin de l'équation, ça c'était important. Bon, la question 2 n'était pas la question la plus délicate, question assez classique, on peut retrouver en électricité aussi. Et la question 3, donc voilà, pensez vraiment bilan d'énergie ou bilan d'enthalpie pour ce système isolé. À nouveau aussi faire attention aux signes. D'accord? Donc l'enthalpie globale se conserve, on identifie les deux variations d'enthalpie, on les somme, on fait bien attention aux signes, et la somme doit faire 0. Donc voilà essentiellement pour cet exercice qui n'était pas si simple que cela.